À peine l'Algérie officialise le lancement de l'exploitation de Gara Djebilet que le MXUN s'empresse de sortir de son chapeau une annonce tout droit venue du Canada, une société y clame avoir mis au jour, comme par enchantement, un gisement fabuleux au Maroc. Or argent, zinc, un trésor sorti de nulle part, surgissant opportunément non loin de la frontière algérienne, dans les terres des Rachidia. Ce coup médiatique taillé sur mesure semble moins relever d'une prouesse géologique que d'un rideau de fumée destiné à camoufler le malaise palpable et la fragilité chronique de la position du MXN. On parle ici de métaux précieux, mais ce n'est qu'un prétexte. Derrière les gros titres vantant des réserves impressionnantes, une manœuvre subtile s'opère chaque fois qu'il est question de la découverte, on insiste lourdement sur sa localisation. À 2 pas de l'Algérie. Hasard? Absolument pas. La répétition est si calculée qu'on en oublie presque le contenu du filon. Ce qui compte, c'est de maintenir l'Algérie dans le récit. Car si cette trouvaille est si grandiose, pourquoi l'encadrer systématiquement d'un contexte frontalier? Ce détail martelé sans relâche trahit une gêne profonde, celle d'un royaume incapable de digérer une décision algérienne pleinement souveraine, celle de faire renaître Gara Djebilet. Pendant que l'Algérie trace son chemin avec assurance vers l'exploitation de ses ressources, le Maroc lui s'égare dans un théâtre d'ombre. À défaut d'action concrète, le MXN orchestre un spectacle grandiloquent. Il peint un pays en pleine ascension économique fondé, tenez-vous bien, sur la seule ingéniosité et la sueur de son peuple, le tout sans ressources naturelles majeures. Une fable bien rodée, répétée à l'envi par des relais médiatiques et des voix sous contrat. Mais la réalité tenace résiste les chiffres, les faits, et les mines abandonnées mettent à nu cette illusion savamment entretenue. Le Maroc repose sur des réserves naturelles colossales, mais ces trésors restent mystérieusement hors de portée pour la population. Au lieu d'être valorisés au bénéfice du pays, ils semblent détournés vers d'autres priorités. Cette situation ne fait d'ailleurs que donner du crédit aux avertissements de Mohamed Ziane, l'opposant aujourd'hui emprisonné, qui martèle depuis sa cellule que les ressources du royaume sont délaissées sciemment. Les gisements sont bien réels, personne ne le conteste. Pourtant, une interrogation s'impose qui tire véritablement profit de ces richesses, qui injecte de l'argent pour les mettre en valeur. On peut alors se demander pourquoi l'on glorifie sans cesse les sociétés étrangères, surtout celles venues du Canada, chaque fois qu'il est question d'exploitation minière. Et surtout pourquoi ce sont précisément elles qui prennent en main l'extraction, pendant que ces compagnies multiplient les opérations, les médias sous contrôle du MXN préfèrent détourner le regard. Plutôt que d'analyser sérieusement ce que représente une découverte locale, ils concentrent toute leur énergie à décortiquer la politique algérienne, son ouverture aux capitaux internationaux et sa stratégie de développement minier, comme si le Maroc n'avait rien de concret à examiner chez lui. À en croire le MXN, l'Algérie aurait commis l'impardonnable, ouvrir la porte à des investissements étrangers dans ses propres ressources. À peine le ministère algérien de l'énergie annonce-t-il des partenariats qu'aussitôt fusent les accusations bradage des richesses, abdication de souveraineté, capitulation économique. Or, ce procès d'intention sonne étrangement faux, surtout venant d'un pays qui déroule littéralement le tapis rouge à des entreprises canadiennes pour forer, creuser et emporter les richesses minières du royaume. Qui parle vraiment de souveraineté ici, qui vend à qui, et ce n'est pas tout. Au Maroc, l'exploitation des ressources, qu'elles soient sous la terre ou sous la mer, est confiée sans gêne aucune à un casting international, firme israélienne, compagnie canadienne, groupe britannique ou français, tout le monde est servi. Cela ne dérange nullement le MXUN tant que ça se passe à Rabat,
Mais si l'Algérie, elle décide de contrôler ses partenariats et d'en tirer profit, alors là, on crie à la trahison, à la perte de souveraineté et à la vente au régime. L'hypocrisie a parfois un drapeau. Une chose devient limpide derrière les grands mots, et l'agitation médiatique marocaine ne se cache qu'un brouhaha sans substance. C'est à peine si ce vacarme n'a pas pour seule fonction de noircir l'image d'un voisin qui lui avance sereinement vers une pleine maîtrise de ses ressources. Et au fond, si l'on croise constamment Algérie avec Rachidia dans leur discours, ce n'est pas pour rien. C'est une manière détournée de compenser une impuissance bien réelle, celle d'un Maroc qui n'a jamais su répondre frontalement à la décision algérienne pleinement assumée d'activer le levier stratégique de Garadjébilet. L'exploitation de Garadjébilet ne s'est pas décidée dans un coin d'ombre. Elle s'est affirmée au plus haut sommet de l'État algérien. Discours présidentiel, mobilisation gouvernementale, presse, en ordre de marche. Tout indique une volonté claire, affirmée et irréversible. Le calendrier est même posé, les travaux commenceront dès le premier tiers de l'année visée. Un message limpide à l'adresse du Maroc, ce vieux protocole, celui que l'on évoquait encore du bout des lèvres, est désormais dépassé. Et personne ne reviendra en arrière. Le Maroc, prisonnier de ses propres mirages, ne fera jamais appel ni à un tribunal international, ni à un mécanisme d'arbitrage pour contester Garadjébilet, et pourtant les porte-voix du MXIN s'échinent à répéter que le royaume disposerait de droits inaliénables et qu'il mettrait un veto catégorique à toute exploitation. Mais sur le terrain, la vérité est bien plus crue, ni Rabat ni son appareil médiatique ne sont en position de s'opposer concrètement à une décision algérienne aussi assumée et irréversible. C'est une démonstration de force qu'ils ne peuvent tout simplement pas encaisser. Garadjébilet, c'est du concret, pas un gadget pour alimenter les réseaux sociaux ou pour divertir une opinion publique à coups de slogans. De l'autre côté, le MXN, incapable de produire du tangible, sert aux Marocains une carte postale fictive des projets grandioses sur papier glacé comme un gazoduc partant du Niger ou un couloir transsaharien vers l'Atlantique. Des idées aux allures spectaculaires, mais sans socle, sans budget et surtout sans lendemain. Pendant que Garadjébilet avance à pas sûrs vers sa pleine concrétisation côté marocain, le silence stratégique devient la réponse par défaut. Incapable d'opposer un projet équivalent ou même une position claire, le MXN préfère noyer le débat dans des communiqués rassurants. On a trouvé quelque chose, quelque part, proche de l'Algérie. Comme si répéter que les frontières recèlent des trésors suffisait à compenser l'inaction. Oui, ces richesses existent, bel et bien. Mais à quoi servent-elles si elles dorment sous terre au lieu de servir ceux qui y vivent ? C'est un enchaînement bien rodé. D'abord, on parle des ressources de l'Algérie, ensuite on ressort un accord poussiéreux, puis on glisse sur les délimitations frontalières. Et enfin, on sous-entend que Rabat aurait son mot à dire dans une affaire strictement algérienne. Cela s'appelle de la diversion. Et pire, c'est une insulte à l'intelligence du peuple marocain. MXUN, tu as des gisements chez toi collés à la frontière. Est-ce qu'Alger s'en mêle ? Non. Elle garde le silence. Peut-être devrais-tu t'inspirer de cette retenue ? Aujourd'hui, s'il y a une affaire qui fait encore débat devant les tribunaux, c'est celle des ressources sahraouis, portées jusqu'aux instances de l'Union européenne. Un contentieux clair sahraoui, d'un côté, marocain de l'autre. Quant à l'Algérie, elle reste à l'écart, sans ingérence, sans volonté de mainmise sur les biens du voisin. Elle n'a rien à convoiter, car elle progresse avec calme, méthode et assurance, loin des jeux de prédation ou des appétits de coulisses. Le MXUN lui s'accroche toujours à une illusion, faire croire que Garadjébilet serait territoire disputé. Une fiction qu'il utilise pour semer le doute
allant jusqu'à agiter le spectre d'un affrontement militaire. Mais il oublie l'essentiel, ce projet relève exclusivement d'une volonté algérienne mûrement réfléchie. Et comme aucun contre-argument solide ne peut être formulé, le MXEN acculé choisit désormais de jouer sur les mots plutôt que sur les faits. Plutôt que d'adopter une posture juridique ou diplomatique, le MXEN choisit la voie la plus commode, flatter l'amour-propre national. Et pour cela, il peut compter sur sa troupe médiatique bien rodée, Essanibi, Amour, Slimy et consorts, qui passent leur temps à répéter qu'Alger serait incapable d'attirer des investissements. Aujourd'hui, les discours changent de refrain, on ne parle plus que de découvertes prometteuses à 2 mètres de la frontière algérienne, en posant l'air de rien cette question absurde. Quel rapport avec l'Algérie ? Réponse tout. Car cette mise en scène n'a qu'un but, masquer l'impuissance de Rabat. Si le dossier Garage-Ebilet est vraiment aussi problématique que le prétend Rabat, pourquoi ne pas l'ouvrir clairement au débat national ? Pourquoi ne pas exiger une prise de parole officielle, au lieu de murmurer des reproches en coulisses ? Et surtout, pourquoi interroger des figures comme Bourita ou même le roi sur un accord dont les termes ne sont même pas encore échus ? La vraie question, celle que se posent les juristes sérieux et limpides. Qu'est-ce qui empêche donc le Maroc de saisir la justice internationale si ses droits étaient vraiment bafoués ? Si cette affaire était si grave, pourquoi le Maroc n'a-t-il jamais franchi le pas vers une cour d'arbitrage ou vers la justice internationale ? À la place, il s'est contenté d'agiter des manchettes tapageuses sur une soi-disant découverte majeure à 2 doigts de la frontière algérienne, comme si creuser à Erachidia équivalait à pénétrer en Algérie. Ce que l'on devrait vraiment entendre, c'est ceci: cette ressource trouvée sur sol marocain aurait dû être mise au service du développement de l'oriental et bénéficier à ses habitants. Au lieu de quoi, elle est livrée à une multinationale étrangère avec la bénédiction de Rabat. Ce cas n'est pas isolé. Il témoigne d'un abandon général orchestré par le MXN vis-à-vis de ses propres richesses. Mohamed Ziane, lui-même depuis sa cellule, a tiré la sonnette d'alarme. Il a parlé de l'or de Tata et de la misère endémique qui frappe une population pourtant assise sur un sous-sol d'une richesse exceptionnelle. Là où l'État devrait investir, il détourne le regard. Résultat, ces zones vivent du trafic transfrontalier tourné vers l'Algérie voisine pour survivre économiquement. Une ironie cruelle et révélatrice. Faites un tour à Oujda, passez par Erachidia, marchez dans les rues de Zagora ou de Tata et posez la question: que vous manque-t-il ? Vous entendrez les mêmes mots: oubli, pauvreté, exclusion. Et pourtant, ces régions dorment sur des veines de richesse naturelle que beaucoup envieraient. Mais le MXUN les ignore comme si leur sort ne pesait rien. Au lieu de se perdre dans des débats géopolitiques où il n'a ni pouvoir ni légitimité, il ferait mieux de se pencher sur ce qu'il a sous les pieds. Car pendant qu'il regarde ailleurs, ses propres citoyens sombrent dans l'abandon. Le MXUN ferait bien de garder le silence lorsqu'il s'agit de juger les choix économiques de l'Algérie. Car là-bas, la souveraineté n'est pas un slogan, elle se vit, elle se construit, elle se protège. Pendant que le Maroc vend à son peuple des promesses vides enveloppées dans de beaux discours, Alger, elle capitalise sur le concret. Les faits parlent d'eux-mêmes. D'un côté, un pays qui transforme ses ressources en résultats. De l'autre, un royaume qui mise tout sur l'illusion et l'enfumage. Il y a un monde entre un État qui trace sa route avec des décisions souveraines assumées et un autre qui tente de dissimuler son inaction derrière le BL1, avance sur du solide. L'autre s'enlise dans ses propres mirages. Ce face-à-face entre l'Algérie et le Maroc révèle une fracture bien plus profonde qu'un simple désaccord diplomatique,
c'est la différence entre ceux qui construisent dans le réel et ceux qui persistent à rêver tout haut. L'Algérie concrétise, le Maroc théâtralise. Le premier agit, le second s'agite, ruite des caméras et des récits enjolivés. D'un côté, l'Algérie avance, transforme ses discours en actes et ses ressources en projets tangibles. De l'autre, le Maroc s'enferme dans une bulle de promesses, creuse, recyclant à l'infini des annonces spectaculaires dont la population ne voit jamais la couleur. L'un bâtit, l'autre brode. Ce besoin maladif de parler encore et toujours de garage et billette trahit une angoisse bien plus profonde. À défaut de résultats sur le terrain, Rabat tente de détourner l'attention de ses propres échecs. Son obsession pour les ressources algériennes n'est qu'un écran de fumée pour éviter d'admettre une réalité gênante. Le Maroc n'a jamais su exploiter efficacement ses propres richesses, notamment dans l'Est et le Sud, là où le sous-développement est criant. Plutôt que de construire, il préfère commenter ce que les autres réussissent. Clamer haut et fort qu'on a trouvé de l'or et du zinc à Eurachidia tout en laissant cette région croupir dans l'oubli, c'est comme vanter un bijou en vitrine pendant que la maison tombe en ruine. Cette contradiction flagrante expose l'hypocrisie d'un discours officiel qui parle de développement durable et d'équité territoriale, alors même que ceux qui vivent sur ces terres n'en voient jamais la couleur. Les promesses brillent, mais la réalité rouille. Pendant ce temps, l'Algérie ne perd pas de temps, en slogan, elle passe à l'acte, en lançant officiellement les préparatifs techniques et logistiques pour l'exploitation de Garage et Billette, et en ouvrant la porte à des partenaires internationaux sous conditions strictes de contrôle national. Elle prouve une chose ici, la souveraineté économique n'est pas un mot creux, c'est une ligne directrice. Et chaque pas est fait dans l'intérêt du peuple, pas pour nourrir des vitrines diplomatiques. D'un côté, un État qui s'appuie sur les faits, qui planifie avec méthode et qui agit en cohérence. De l'autre, un système qui aligne les effets d'annonce, maquille son inaction par des campagnes médiatiques et fuit toute confrontation sérieuse sur le fond. La réaction du Maroc face à Garage et Billette révèle toute faiblesse juridique, absence de stratégie et incapacité à affronter la réalité d'un voisin qui lui avance. Quand on n'a plus d'arguments, on invente des récits. Le MXN l'a bien compris et se réfugie derrière des histoires de prétendues découvertes à la frontière distribuées comme des calmants médiatiques pour anesthésier une population en attente de réponses concrètes. Pendant ce temps, l'Algérie ne théorise pas la souveraineté économique, elle l'incarne. Elle trace sa route, loin des fantasmes d'arbitrage international que vantent les porte-voix de l'illusion. Pour elle, maîtriser ses ressources ne se négocie pas, ça se fait. L'un avance sur du solide, l'autre s'enlise dans ses propres mirages. Ce face-à-face entre l'Algérie et le Maroc révèle une fracture bien plus profonde qu'un simple désaccord diplomatique, c'est la différence entre ceux qui construisent dans le réel et ceux qui persistent à rêver tout haut. L'Algérie concrétise, le Maroc théâtralise. Le premier agit, le second s'agite. Lorsqu'on observe avec lucidité les mutations stratégiques en Afrique du Nord, un fait s'impose. L'Algérie a entamé une transformation profonde et irréversible. Ce n'est plus le temps des hésitations, mais celui de l'affirmation. L'État entre dans une ère où il ne se contente plus de gérer, il reconquiert. Sa souveraineté économique jadis partielle se structure aujourd'hui autour d'une vision réaliste, d'une maîtrise rigoureuse de ses leviers et d'un positionnement régional qui n'a jamais été aussi affirmé. Dans ce virage historique, Garage et Billette agit comme un symbole puissant. Ce projet longtemps oublié dans les sables s'éveille enfin et devient l'étendard d'une Algérie nouvelle, ambitieuse, organisée et résolument tournée vers l'avenir. Ce n'est plus un simple gisement de fer, c'est un pivot géoéconomique qui redéfinit la place de l'Algérie, non seulement au Maghreb,
mais aussi sur toute la carte méditerranéenne et africaine. Alors que certains pays avancent à l'aveugle, pilotés par des discours vides ou des rêves économiques en trompe-l'œil, l'Algérie, elle avance à pas calculer. Sa stratégie autour de Garage et Bilette révèle une maturité institutionnelle rare et une capacité d'anticipation qui dépasse largement les standards de la région. Rien n'est laissé au hasard, chaque choix s'inscrit dans une vision à long terme. Quand d'autres saturent l'espace médiatique de promesses recyclées et de diplomatie décorative pour calmer des opinions publiques en ébullition. L'Algérie, elle reste concentrée sur l'essentiel, planifier, bâtir et convertir le potentiel brut en résultats concrets. Pendant que certains racontent, elle réalise. Ce projet n'est pas une simple exploitation de minerais, c'est un levier de transformation à l'échelle nationale. Garage et Bilette concentre à elle seule les ambitions multiples d'un pays réindustrialisation logistique moderne, diplomatie active, innovation technologique et positionnement géostratégique. C'est une matrice complète de changement, pas un simple chantier. Fort de décennies de maîtrise dans le secteur des hydrocarbures, l'Algérie applique aujourd'hui la même rigueur à une nouvelle phase, celle de la diversification industrielle. Le réveil du projet Garage et Bilette, après tant d'années de latence, n'a rien d'un coup de tête. C'est une manœuvre stratégique mûrement pesée qui démontre la capacité de l'État algérien à prendre des décisions structurantes au moment juste, avec une vision claire et cohérente. Alors que beaucoup de pays évoquent à voix haute leur désir de tourner la page du tout pétrole, l'Algérie, elle passe à l'action. Le développement de lignes ferroviaires entre Tindouf-Béchar et les futurs pôles sidérurgiques du Nord n'est pas un geste isolé, mais une brique essentielle dans la construction d'une économie moderne, résiliente et connectée. Ici, chaque infrastructure raconte une stratégie. Tous ces projets ne sont pas dispersés. Ils s'imbriquent comme les pièces d'un puzzle national conçu avec méthode. Chaque chantier vient renforcer l'autonomie du pays et jeter les fondations d'un modèle de développement autoporté fondé sur la souveraineté réelle sur les richesses, leur gestion maîtrisée et leur transformation au profit direct du peuple. C'est une mécanique de cohérence et d'ambition. L'Algérie a su trouver l'équilibre que beaucoup ont perdu en chemin, en s'associant avec des partenaires étrangers sans jamais lâcher les commandes stratégiques. Elle incarne une voie singulière dans le paysage maghrébin. Là où certains ont confondu attractivité avec dépendance et ont bradé leur sous-sol à des multinationales voraces ou transformé leur territoire en avant-poste étranger, Alger a tracé une frontière claire entre coopération et capitulation. Ce que l'Algérie a mis en place, c'est un modèle hybride alliant ouverture maîtrisée et souveraineté affirmée. Elle capte les technologies, accueille les expertises, mobilise les capitaux, mais garde la main sur toutes les décisions clés, les quantités extraites, les délais d'exploitation et les modalités d'accès. Rien ne sort sans feu vert national. Et tout est pensé pour servir l'intérêt du pays, pas celui d'un autre drapeau. Dans une région où les erreurs de gestion sont souvent maquillées par du bruit médiatique, le cas algérien fait figure d'exception. Ce modèle unique au Maghreb est aujourd'hui cité comme exemple de gestion lucide et stratégique des ressources. Alors forcément, face à cette dynamique solide, les pics lancés par certains voisins perdent toute leur consistance. La construction réelle parle plus fort que les campagnes de diversion. On peut multiplier les critiques, travestir les faits et tenter de jeter le doute sur l'ouverture économique de l'Algérie, mais rien n'arrête la réalité. Pendant que certains gesticulent devant les caméras, l'Algérie, elle avance. Lentement peut-être, mais sûrement. Et surtout, elle avance en construisant. Tandis que d'autres préfèrent imaginer, spéculer ou inventer l'Algérie, elle bâtit. Là où certains vendent des mirages,
elle livre des résultats. Elle ne promet pas, elle produit. Et pendant que d'autres dilapident leur souveraineté en confiant leurs richesses à des intérêts extérieurs, Alger, elle les protège et les valorise. La différence n'est pas dans les mots, elle est dans les faits. Fidèle à sa ligne, l'Algérie avance sans se laisser perturber par le vacarme des plateaux télé ou des buzz passagers. Elle ne réagit pas à tout ce qui s'agite, elle construit. Pas de fuite en avant, pas de distraction médiatique. Sa priorité, c'est le concret, l'industrie, l'exploitation de ses ressources, la consolidation de sa souveraineté. Une démarche sereine, disciplinée et assumée. Côté marocain, l'impuissance à gérer ses propres ressources se dissimule derrière un rideau de fumée médiatique. Faute de stratégie claire, sans véritable audace politique pour transformer ses richesses en moteur de développement, Rabat recycle les mêmes déclarations, les mêmes promesses encore et encore, comme si l'économie se nourrissait d'annonces et non d'actions. Là où l'Algérie agit, le Maroc bavarde. Là où l'une construit, l'autre brode des récits. Quand Alger planifie avec méthode, Rabat improvise à la dernière minute, l'Algérie met les mains dans le sol, le Maroc agite les bras devant les caméras. Le contraste saute aux yeux dès qu'on jette un œil au secteur minier marocain. Une terre bénie par les minerais or, cuivre, zinc, phosphate, argent, mais dont le peuple ne tire presque aucun bénéfice. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les Marocains qui gèrent, mais les géants étrangers, canadiens, français, britanniques. Ce sont eux qui extraient, qui vendent, qui empochent. Au Maroc, les mines s'enfoncent dans le sol, mais la misère reste collée au bitume. Tandis que les camions chargés de minerais quittent les régions minières à la chaîne, les habitants, eux, n'en voient que la poussière. Le chômage s'installe, la pauvreté perdure, et l'État lui brille par son absence. Ce ne sont pas les ressources qui manquent, mais la volonté de les mettre au service du peuple. Résultat, la souveraineté s'efface au profit des convoitises étrangères. De son côté, l'Algérie a saisi une équation simple, mais cruciale. Une richesse qui dort est une faiblesse, une richesse volée est une trahison, une richesse maîtrisée est un levier d'indépendance. C'est cette logique limpide qui guide toutes ses décisions, que ce soit dans l'énergie, les mines, l'agriculture, l'industrie ou la tech. Rien n'est laissé au hasard. Tout est planifié, encadré, contrôlé. Et dans cette stratégie, Garage Ebillet n'est pas un projet comme un autre. C'est un symbole. Pendant des années, on l'a regardé comme un mirage, une légende industrielle inaccessible. Aujourd'hui, elle devient réalité. Et pas n'importe laquelle, elle s'impose comme l'un des piliers solides de la puissance économique algérienne. Le rêve est devenu infrastructure, alors que la région s'agite sous les secousses des crises géopolitiques, des tensions sécuritaires et des tourments économiques mondiaux. L'Algérie, elle trace une route singulière, celle des choix souverains, assumés, réfléchis. Loin des effets d'annonce ou des calculs éphémères, elle bâtit pierre après pierre un avenir enraciné dans la décision nationale. Ce qui n'était autrefois que désert ou arrière-plan devient aujourd'hui un territoire d'opportunités. Grâce à des projets comme Garage Ebillet, l'Algérie intègre ces régions du sud dans l'échiquier stratégique du pays. Ces zones, autrefois isolées, se métamorphosent en pôles d'innovation, d'emploi, de savoir-faire et d'espérance. Chaque rail posé, chaque machine installée, chaque ouvrier formé au cœur du Sud est un pas vers une Algérie plus unifiée, plus équilibrée et tournée vers l'avenir. Ce n'est pas une simple exploitation minière, c'est une politique de reconstruction nationale portée par la vision et la cohérence. Garage Ebillet ne se limite pas à un simple projet national. Ce mastodonte minier insuffle à l'Algérie une stature de carrefour stratégique capable de relier les continents. De l'Afrique de l'Ouest
aux ports asiatiques, en passant par les chaînes industrielles européennes, l'Algérie se positionne en fournisseur majeur d'acier et de minerais à haute valeur ajoutée. Grâce à un maillage logistique audacieux, à des alliances industrielles ciblées et à un réseau ferroviaire en pleine expansion, le pays façonne lentement mais sûrement sa place dans le concert des géants du fer. Ce n'est plus une hypothèse, plusieurs nations scrutent déjà Alger comme le noyau d'un pôle sidérurgique qui pèsera lourd dans l'avenir de l'Afrique du Nord. En mettant côte à côte les constats des chapitres précédents, entre d'un côté une cacophonie marocaine pleine d'illusions médiatiques et d'incapacité souveraine, et de l'autre une feuille de route algérienne, méthodique, lucide et ancrée dans le réel, on saisit mieux que jamais à quel point les deux trajectoires sont désormais irréconciliables. Le fossé n'est plus un écart, c'est un abîme. L'Algérie avance sans fracas, sûre de ses choix. Le Maroc lui gesticule dans la brume. Pendant que l'une bâtit des fondations durables, l'autre cherche désespérément à préserver des apparences. D'un côté, on monte les marches du concret, de l'autre, on s'enfonce dans les sables mouvants du virtuel. Ce n'est pas seulement un gisement de fer qu'incarne Garage et Billette, c'est un symbole. Celui d'une nation qui a su allier intelligence politique, constance stratégique et autorité souveraine. Un projet qui reflète à lui seul l'entrée de l'Algérie dans une phase d'affirmation totale. C'est la démonstration éclatante qu'un pays qui ne bricole pas ses ambitions, qui trace sa route avec méthode et honore ses décisions, peut faire de ses ressources naturelles bien plus qu'un simple capital dormant, un moteur de puissance durable et un pilier de souveraineté concrète. Qu'on s'agite dans les studios ou qu'on s'enlise dans les éditoriaux négationnistes, rien n'y fera, l'Algérie poursuit sa route. Elle ne se laisse pas emporter par des mirages. Elle ne bâtit pas des châteaux de sable. Elle avance avec une boussole stratégique, une vision de long terme, et surtout, la ferme volonté de prendre en main son avenir. Garage et Billette n'est pas la fin du récit, mais bien l'introduction d'une nouvelle ère. C'est la pierre angulaire d'une Algérie renforcée, pleinement souveraine, résolument tournée vers demain. Ce projet incarne une rupture nette, celle du tangible, qui prend le pas sur les discours creux de l'action qui supplante la fiction, et de l'indépendance qui remplace la soumission. Avec le temps, ce qui apparaissait comme un simple chantier économique révélera sa véritable nature, un manifeste de souveraineté, une balise dans l'histoire nationale. Un moment décisif où un pays a cessé d'attendre et a choisi une fois pour toutes de façonner lui-même le cours de son avenir.